Bis repetitas. Ça, c'est un asus. Vous donnez le top départ au caméraman là-bas. Ça, c'est génial. Mais par contre, Tu faut connectes le commencer à clavier. Les enfants, vous êtes prêts? Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir les enfants du CMJ. Donc, ils sont venus présenter leur projet. On a validé certains de leurs projets, de les mettre en application. Donc là, ils sont partis pour quelques mois de travail pour pouvoir commencer à élaborer ces projets. Donc, je vais vous les présenter un à un. Donc, Marwan Karaoui. Tu fais un petit pas devant, tu t'avances. Mathis Reti. Laura Falcon. Laura Falcon. Thomas Cochet. Matvei Kezowska. Hugo Grimaud. Laura Dacosta. Lola Canizares. Lola Bolache. Colin Marien. Naïm Abès et Sarah Delors. Donc voilà, ce sont une partie des enfants du CMJ. Nous leur souhaitons bonne chance pour leur projet, une belle réalisation. Et vous pouvez me croire, ils sont très motivés et on peut les solliciter. Donc, ils ont 4 projets à mettre en place dans ce mandat. Bien sûr, ils ne pourront pas tous les réaliser, mais ils vont déjà poser les bases, travailler dessus. Et puis, voilà. Donc, encore un grand merci. Et je crois qu'on peut les applaudir très fort. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Bonjour aux personnes de la technique. Bonjour, monsieur le représentant de la presse, au public. Et encore un grand merci aux enfants du CMJ. Nous allons procéder à l'appel. Monsieur Florent Ruse. Présent. Madame Fado Stéphanie. Présent. Monsieur Vélardo Benoît. Madame Henri Bénédicte, Monsieur Sparza Hervé, Madame Garbeza Françoise, Monsieur Bousquet Patrick, Madame Baudet Marilyn, Monsieur Bechdolf Nicolas, Madame Guérin Delphine, Monsieur Ferrari Julien est absent, il a donné procuration à Monsieur Patrick Bousquet, Madame Bezelon Alison, Monsieur Cerda Michel, Madame Latour Florence, Monsieur Grossa Clément, Monsieur Gérès Jean-Pierre, Madame Dos Santos Sylvane est absente, excusez, m'a donné procuration, Monsieur Lavorel Laurent, Madame Lopère Camille,
Monsieur Surmain Frédéric est absent, a donné procuration à Monsieur Florent Ruse. Madame Marien Cassandre, Monsieur Contrenet, Madame Barrios Fanché Hélène, absente, convoquée mais absente. Monsieur Bléyère Étienne, convoqué mais excusé. Et Madame Botella Céline, convoquée et absente. Nous allons passer à la présentation des décisions. Nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance. Le plus jeune, à savoir que c'est le plus jeune de l'Assemblée. Donc, je vous propose Cassandre Marien. Y a-t-il désigné à l'unanimité? Hein? Imposé. Elle est volontaire d'office. Donc, je vais vous présenter les décisions. Donc, on a fait la prestation des repas de la crèche par la société Goutchou. Donc, les repas pour les 6-8 mois sont à 2,30 €. Le repas pour les 8-18 mois, 12 mois, 2,70 €. Le repas pour les 12-18 mois est à 3,05 €. Les repas pour les 18-36 mois à 3,85 €. La collation est à 0,90 € et le marché est reconductible pour 1 an. Nous avons aussi l'entretien des bâtiments communaux par concept 3P. Le montant annuel maximum est de 70 000 € et le marché reconductible est reconduit 2 fois. Je vais passer à l'adoption du compte rendu du conseil municipal du 28 juin 2021. Y a-t-il des remarques? Donc, compte rendu de ce conseil adopté à l'unanimité. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Patrick Bousquet pour le lancement de la procédure de la DSP assainissement. Le masque. Le micro, il est allumé. Ou maintenant? Voilà. Très bien. Donc, c'est un sujet dont vous avez déjà entendu parler. Donc là, il s'agit en fait de la concrétisation des travaux préparatoires et du lancement effectif de cette consultation. Donc, la compétence assainissement est assumée par la commune de Pusignan. Celle-ci avait été confiée à Veolia Eau, Compagnie Générale des Eaux, la gestion du service public d'assainissement collectif et non collectif par traité d'affermage en date du 1er juillet 2012. Le contrat actuellement en vigueur arrive à échéance le 30 juin 2022. Un avenant datant de novembre 2012 a régulé la vie de ce contrat en fixant les modalités du transit des effluents de Aéroport de Lyon par le réseau d'assainissement de la commune. Ce service comprend la collecte des effluents, la surveillance et l'entretien du réseau, l'élimination des sous-produits du réseau, le renouvellement des branchements et des installations de télésurveillance, le contrôle de conception, d'implantation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, neuves ou réhabilitées, le contrôle périodique d'entretien et de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif existantes, les interventions d'urgence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris dimanche et jours fériés, la gestion des relations avec les abonnés, les relations avec la collectivité, avec notamment la rédaction et la présentation des rapports annuels. En matière de services publics d'assainissement, les 2 grands modes de gestion employés aujourd'hui par les collectivités locales sont la gestion directe, plus communément appelée régie, ou la gestion déléguée, affermage, concession et régie intéressée. La gestion directe recouvre les hypothèses où le service est exploité directement par une collectivité locale, régie, ou par une structure personnalisée sous sa dépendance directe, établissement public notamment.
La gestion déléguée, elle, consiste pour une collectivité locale à déléguer la responsabilité d'exploiter un service local à une autre personne juridique distincte d'elle-même. Cette délégation repose sur un contrat administratif, encore appelé contrat de délégation de service public, affermage, concession ou régie intéressée. L'ensemble des contraintes techniques pour la gestion du service public d'assainissement, nouvelles normes réglementaires à respecter, audit de vulnérabilité, contrôle des rejets, etc., réclament de plus en plus de technicité. Il convient également de prendre en compte une réglementation de plus en plus stricte en matière de qualité et de contrôle et parallèlement d'intégrer les exigences croissantes des consommateurs en matière de qualité du service. Dans ce contexte, il convient que la collectivité décide de continuer à déléguer la gestion du service d'assainissement à une entreprise spécialisée afin de bénéficier notamment de la compétence de spécialistes dans tous les domaines de la gestion de l'assainissement. Chimie, ça va être un peu compliqué là. Chimie, physique, élimination des produits de curage, environnement, etc. De techniques de pointe, hydraulique, électromécanique, informatique, automatisme, télétransmission, etc. De méthodes de gestion et d'organisation éprouvées, notamment pour les interventions techniques, l'astreinte, la clientèle et la gestion de situations de crise. D'une capacité d'adaptation de ces différents moyens à la configuration locale. De ces références acquises dans la gestion de collectivités de taille au moins équivalente. Description de la délégation du service. Mission confiée aux futurs délégataires. Exploiter à ses risques et périls le service public de l'assainissement collectif, collecte, transfert et limitation des sous-produits et également non collectifs sur le territoire de la collectivité avec une obligation de résultat quant à la continuité et la qualité du service. Assurer l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le gros entretien des installations, ouvrages et équipements. Pratiquer une surveillance régulière et systématique du service, intervention d'urgence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Assurer la gestion des relations et la facturation avec Assurer la gestion des relations et de la facturation avec les abonnés du service. Renseigner le système d'information géographique, ou SIG, en tenant compte des nouvelles réglementations. Produire les rapports annuels d'activité. La collectivité demeure propriétaire des installations et maîtresse du développement des ouvrages et plus globalement de la gestion patrimoniale. La collectivité assure le contrôle de l'ensemble de la délégation du service public de l'assainissement collectif, éventuellement par l'intermédiaire d'un organisme librement choisi par elle. Responsabilité, le délégataire assurera pour l'assainissement collectif la responsabilité du bon fonctionnement des ouvrages, de la qualité de l'eau rejetée et de la continuité du service. Le délégataire assurera pour l'assainissement non collectif la responsabilité du contrôle des installations des usagers, de la mise en place d'un service d'entretien facultatif pour les usagers et de la continuité du service. D'une manière générale, il réalisera les interventions d'urgence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, y compris dimanche et jours fériés. Durée du contrat et rémunération du délégataire. Le contrat aura une durée de 5 ans et 6 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2027. Le délégataire ne pourra pas proposer de variante de durée. Le délégataire retenu assumera la gestion du service à ses risques et périls et sera rémunéré par les ventes d'eau, abonnements et mètres cubes consommés perçus auprès des abonnés du service de l'assainissement collectif et par une rémunération directement collectée auprès des abonnés de l'assainissement non collectif. Répartition des catégories de travaux seront à la charge du délégataire pour l'assainissement collectif, les travaux d'entretien et de réparation des ouvrages, les travaux de renouvellement. Le délégataire aura le choix de proposer les options de renouvellement à partir des obligations minimum précisées dans le document de consultation. Pour l'assainissement non collectif, les travaux d'entretien sont exécutés par le délégataire lorsque l'usager a souscrit un abonnement au service.
Les travaux de renouvellement ou de réhabilitation des installations sont à la charge des propriétaires. Concernant la gestion clientèle, le délégataire assurera la totalité des prestations d'abonnement, facturation, encaissement et contentieux. La facturation sera au minimum semestrielle. Le délégataire devra décrire son organisation de la gestion des dossiers clients. Critères de qualité, le délégataire devra clairement préciser et justifier les moyens mis en œuvre pour assurer la permanence et la qualité du service dans le respect des normes et de la réglementation, tant sur les locaux, le personnel spécialisé, les matériels spécifiques, l'organisation des services d'astreinte, l'information et accueil des clients, la veille réglementaire et le management de la qualité ISO 9001 ou équivalent. Il devra garantir par ailleurs l'égalité des abonnés vis-à-vis du service public. Prestations supplémentaires. Le délégataire devra proposer dans le cadre défini par le document de consultation toutes les indications apportant une meilleure fiabilité de fonctionnement des ouvrages du service de l'assainissement collectif, une crédibilité du contrôle des installations des usagers pour l'assainissement non collectif, une amélioration des prestations rendues aux abonnés. Concernant les modalités de la consultation, elle se fera conformément aux dispositions des articles L1411-1 à L1411-18 du Code général des collectivités territoriales, de la troisième partie du Code de la commande publique et sur la base des éléments décrits ci-après, présentant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations assurées par le délégataire. Donc dans ce tableau, les caractéristiques techniques de notre réseau d'assainissement, tant en nombre, je ne vais pas vous lire la totalité des chiffres, vous les avez sous les yeux, en nombre d'habitants desservis qu'en kilomètres de canalisation ou volume annuel facturé. Donc ça, c'était la base du contrat d'aujourd'hui. Concernant le service d'assainissement non collectif, objet de la délégation, aujourd'hui, nous avons 30 clients au regard de la délégation redevables de l'assainissement non collectif. Il convient donc aujourd'hui, chers collègues, que vous vous prononciez sur le recours au service de gestion du service public de l'assainissement de notre collectivité par délégation, que vous approuviez les caractéristiques de la délégation du service public de l'assainissement décrites dans le présent rapport et autorisez Madame le maire à lancer la procédure de consultation conforme aux articles L1411-1 et L1411-18 du Code général des collectivités territoriales et à la troisième partie du Code de la commande publique, ainsi qu'à signer toutes les pièces y afférentes. Si vous avez des questions, je peux tenter d'y répondre. Mais bon, c'est un sujet qu'on avait en partie évoqué déjà lors d'autres réunions. S'il n'y a pas de questions, je vais... Si, dites-nous, monsieur. J'en profite pour compléter au titre d'adjoint des finances, pour faire un petit rappel sur la convention de la gestion des eaux usées, de l'assainissement en lien avec la métropole. Il faut savoir qu'au cours de 2021, la métropole a renégocié les modalités de traitement des eaux usées, ce qui va générer malgré tout une conséquence sur la taxation du prix de l'eau. La DSP et cette DSP qui vous est présentée, ainsi que concernant la procédure d'eau potable, sera l'opportunité justement de retravailler pour limiter cet impact qui nous est imposé par la métropole. Et donc du coup, on va travailler, notamment M. Bousquet, dans le cadre de sa délégation, mais on va travailler avec le bureau d'études pour limiter l'impact auprès des Pusignanais. C'est une aparté qui me semblait important de préciser,
étant donné que la DSP est en cours de lancement et c'est un objectif prioritaire qu'on va mentionner au cours de cette consultation. Donc s'il n'y a plus d'intervention et plus de questions, je propose de passer au vote avec votre permission, Madame le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Donc là, il s'agit, c'est donc une nouvelle délibération qui concerne l'eau potable. Donc c'est sensiblement la même chose, sauf que là, c'est la partie entrante, c'est ce qu'on rejette plus tard à l'assainissement. Donc la compétence eau potable, de la même façon, est assumée par la commune de Pusignan, qui avait confié à Veolia Eau, Compagnie Générale des Eaux, la gestion du service public d'eau potable par traité d'affermage du 1er juillet 2012. Le contrat actuel arrive à échéance le 30 juin 2022. Un avenant datant de 2022, oh là là, pardonnez-moi, je recommence. Un avenant datant de 2013 a régulé la vie de ce contrat en intégrant le contrôle et l'entretien des poteaux d'incendie. Donc après, sur l'ensemble des autres items, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'on parle de l'eau entrante et non pas de l'eau rejetée. Sur les conditions de durée, voilà. Donc je ne sais pas si vous souhaitez que je refasse la lecture exhaustive du document, ou si dans la mesure où vous avez été destinataire du dit document avec les éléments de préparation du Conseil, on peut éventuellement passer aux commentaires et aux questions directement. Donc y a-t-il des commentaires, des interrogations sur la DSP eau potable? Non. Donc dans ce cas, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Vous m'entendez? Bon. Donc je vais vous parler du rapport du SMND, le rapport 2020. Donc pour mémoire, le SMND, c'est le syndicat mixte Nord Dauphiné. Donc c'est le syndicat qui gère à la fois la collecte des... Enlève le masque. Donc c'est le syndicat qui gère à la fois la collecte des ordures ménagères et qui gère aussi les déchetteries qui sont sur le territoire de la CCEL et du Nord-Isère. Donc pour mémoire, il y a 69 communes, je crois, de mémoire qui sont adhérentes au SMND, ce qui représente 5 intercommunalités, dont la CCEL, et donc ils nous ont envoyé leur rapport annuel. Je crois qu'il y avait des slides à commenter, un petit peu pour vous donner le rapport annuel. Donc on a un rapport annuel, grosso modo, qui va vous indiquer un petit peu les collectes d'ordures ménagères, de tout ce qui est déchets recyclables et des emballages en verre. Donc on a le premier slide qui fait un résumé sur la collecte globale du SMND. Donc ça correspond à peu près à 214 000 habitants. Et après, on a une ventilation pour les différentes communautés de communes. Alors, je peux vous les commenter un petit peu, sachant que 2020 a été une année un petit peu spéciale du fait du confinement. Donc, c'est un petit peu compliqué d'interpréter les évolutions de chiffres. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une petite différence concernant la CCEL par rapport aux autres communautés de communes, où on a plutôt une baisse de mémoire de la collecte des ordures ménagères, ainsi que de tout ce qui est déchets recyclables, alors que pour les autres communautés de communes, c'est un petit peu l'inverse. On a une augmentation des ordures ménagères. Voilà.
Par contre, on voit un impact assez évident au niveau des volumes qui ont été collectés en déchetterie, puisque pendant les premiers confinements notamment, les déchetteries étaient fermées. Et donc effectivement, là, on a vu une grosse différence, forcément par rapport aux années précédentes, où les volumes collectés ont été nettement inférieurs aux années précédentes. Voilà, donc encore une fois, pour cette année, et je pense même pour l'année prochaine, on aura des volumes qui sont un petit peu compliqués à interpréter en termes d'évolution. Voilà. Par contre, le verre, ça c'est sur toutes les communautés de communes, les volumes de verre collectés sont en augmentation, ça sur toutes les communautés de communes. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi ? On a aussi dans le rapport, en page 3, si ma mémoire est bonne, on a un comparatif des coûts à la tonne traités. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt, enfin le SMND a des coûts à la tonne qui sont inférieurs à ce qui se passe dans le reste de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Là aussi, je peux tenter d'y répondre. Oui. Si vous me permettez, M. Bechdorf, juste un complément. Je profite d'évoquer la question des ordures ménagères pour faire un petit élément de contexte. Incessamment sous peu, vous allez recevoir la taxe foncière. Donc, qui dit taxe foncière dit aussi nouvelle taxe, et notamment la taxe des ordures ménagères. Ce qu'on appelle la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, c'est une taxe qui vient d'être instaurée par la communauté de communes de l'Est lyonnais. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur la communauté de communes de l'Est lyonnais, c'était une taxe qui n'existait pas à l'échelle de la majorité des communes de la CSEL, à part 2 communes. Et du coup, comme le soufflent mes collègues, pour avoir une complétude des informations, jusqu'alors, elle était indolore pour les habitants, parce qu'elle a été prise en charge par la communauté de communes de l'Est lyonnais. Les résultats qui ont été présentés par M. Bechdorf montrent que aujourd'hui, les déchets vont croissant, et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une prise en compte de ces déchets-là, il y a aussi une volonté de montrer, de mettre en œuvre également la volonté de pollueur-payeur, mais aussi d'une certaine équité à l'échelle du territoire, parce que sur l'ensemble des comités de communes, à la fois sur la métropole et les comités de communes avoisinantes, cette taxe est mise en œuvre. Donc, incessamment sous peu, sur les prochaines taxes foncières, vous allez voir une ligne TOM, du coup, qui concernera cette nouvelle taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a des questions concernant le rapport ? Juste avant que tu reprennes le micro et du son, j'ai oublié de préciser, à cet effet, on va faire un plus info pour préciser malgré tout tous ces éléments de contexte, parce qu'on n'a pas forcément eu le temps depuis le début de mandat. Donc, sous dizaine, il y a un plus info qui sera transmis à l'ensemble des Pusignanais pour expliquer la taxe foncière 2021, parce qu'elle aura subi quelques modifications, et ça nous semble important de porter à connaissance à l'ensemble des habitants le pourquoi du comment. Bien. Il n'y a pas de questions. Donc, pour la délibération, donc, vu l'article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 95-101 du 2 février 95, dite loi Barnier, et ses décrets d'application, ce rapport réalisé par les services du SMND regroupe les informations relatives aux 69 communes adhérentes du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il décrit notamment les collectes sélectives, traitement des déchets ménagers et assimilés, ainsi que les bilans comptables et financiers. Donc les quelques éléments que je vous ai présentés tout à l'heure. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du rapport annuel 2020 sur les prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers. Qui est... je ne sais pas si on prend juste acte là. On prend acte. Bon, voilà. Eh bien, comme il y a longtemps que vous ne m'aviez pas entendu, on va continuer. Après, c'est fini. Donc là, il s'agit de modification des statuts du SIDER. Le SIDER étant le syndicat d'énergie du Rhône, c'est notamment le syndicat avec lequel on fait les enfouissements de réseau. Donc là, pareil, vous avez reçu les documents. Bon, la délibération étant pas trop longue, on va la lire quand même.
Donc, le comité syndical du SIDER s'est réuni le 22 juin 2021 et a voté une modification de ses statuts à l'unanimité. Donc, vu l'article L5211-20, premier alinéa du CGCT, la commune de Pusignan dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération pour se prononcer sur les modifications de statut envisagées, considérant que cette évolution pourrait intervenir à compter du 1er janvier 2002. Donc il s'agit de modification de statut qui prévoit d'ajouter des nouvelles compétences optionnelles. Donc vous avez reçu le petit tableau, mais pour autant, là, vous n'êtes peut-être pas rompu au système. Syndicat d'énergie du Rhône, à l'origine, c'est l'électricité. Donc la compétence de base obligatoire, c'est l'électricité. Après sont venus s'ajouter la compétence gaz, ainsi que d'autres compétences telles que vous les avez vues dans le tableau, où chaque commune a la faculté ou non d'adhérer et de choisir de se faire aider par le SIDER pour assumer cette compétence. Donc là, il va y en avoir 2 nouvelles encore. Donc les compétences optionnelles seront la production-distribution de chaleur et de froid, la mobilité propre, qui sont les IRVE et les stations d'avitaillement de véhicules au gaz, production et distribution d'hydrogène, ainsi que les autres sources de carburant propres à l'usage des véhicules. La production d'électricité, les panneaux photovoltaïques, mais aussi les installations innovantes d'agrivoltaïsme, les ombrières de parking, comme toute installation de production utilisant d'autres énergies renouvelables. La maîtrise de la demande en énergie par une gestion optimisée des réseaux, aide technique, outils de mutualisation avec le logiciel Prosper. Gestion des nouvelles installations de production d'énergie, autres que l'électricité, comme les unités de production de biogaz à partir de la méthanisation et les unités de cogénération. Et également l'animation des PCA-ET. Il sera désormais possible de missionner le SIDER de façon ponctuelle pour des activités complémentaires, études prospectives et conseils en aménagement du territoire, coordination de la maîtrise d'ouvrage, réalisation d'études. Voilà pour ce qui est de la présentation. Oui. Je réinterviens de nouveau en tant qu'adjoint en finance pour de nouveau faire la petite aparté sur la fameuse taxe foncière. Aujourd'hui, j'ai parlé de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais il y a également la part du SIDER. La part du SIDER, aujourd'hui, comme l'a très bien dit M. Bousquet, ça concerne notamment les enfouissements de réseaux secs. Et aujourd'hui, précédemment, c'était réparti entre la taxe d'habitation et la taxe foncière. Sur la taxe foncière 2021, le taux du SIDER sera totalement impacté sur la taxe foncière, du fait de la disparition en 2022 de la taxe d'habitation. Donc, de facto, vous avez malheureusement l'explication de l'augmentation de la taxe foncière au cours de l'année 2021, à savoir l'instauration de la TOM et une partie du taux du SIDER qui est impacté sur la taxe foncière. Y a-t-il d'autres interventions ou d'autres questions? C'est 100% clair. Parfait. Je vous remercie. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Madame le maire, je vous rends la parole. À Stéphanie, qui va nous parler de l'avenant de l'EPORA sur le périmètre de la zone industrielle du mariage. Oui, tout à fait. Alors, je vais être assez brève, très sincèrement, parce que je pense que vous avez dû prendre acte de la présente délibération. Il s'agit tout simplement de renouveler la convention qu'on a pu signer avec l'EPORA, donc l'établissement public de l'Ouest Rhône-Alpes, qui est spécialisé dans tout ce qui est foncier, et pas que, parce que je veux dire, ils ont de multiples missions. Donc là, on arrive au terme de notre contrat et il faut pouvoir le renouveler, tout simplement. Avez-vous éventuellement besoin d'un complément d'information ou est-ce que cela vous suffit? C'est bon? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour nos futures zones industrielles.
Alors, prochaine délibération, le lancement du projet de réalisation de restaurants scolaires et l'établissement du permis de construire. Comme vous avez dû voir dans la délibération et vu les délibérés, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. C'est une délibération qui nous tient à cœur parce que c'est un projet de mandat. Donc le restaurant scolaire, on l'avait prévu au cours de notre mandat. Donc du coup, c'est choses qui commencent à avancer. Aujourd'hui, on est sur une phase de concours de maîtrise d'œuvre avec des architectes. Donc on a fait une première étape avec un lancement de consultation où il y a 10 architectes qui ont répondu. Sur ces 10 architectes qui ont répondu, il y a un comité de pilotage qui s'est constitué en collaboration et en présidence de Madame la maire qui a retenu trois candidats. Ces 3 candidats aujourd'hui vont procéder à une visite de site la semaine prochaine et devront faire un auditoire, une audition avec de nouveau un comité de pilotage. Et à la suite de cette audition, le candidat maître d'œuvre sera retenu. Pour rappel, le projet des perspectives du restaurant scolaire, c'est attribution du marché courant octobre et lancement des travaux été 2022 pour une mise en œuvre, une mise en service souhaitée du restaurant scolaire avec tous les aléas possibles mais qu'on ne souhaite pas, une mise en œuvre, mise en service du restaurant scolaire sur fin 2023. Donc c'est un premier pas sur nos projets de mandat. Il n'empêche que voilà, on est au tout début, à l'aube de la réflexion. Mais ce soir, au sein du conseil municipal et la délibération concernant ce projet, c'est une délibération qui à la fois concernait le lancement de la consultation et puis également la constitution et le dépôt d'un permis de construire pour le projet de restaurant scolaire. Comme c'est mentionné également dans la délibération, les crédits nécessaires à la création sont estimés à 1 million d'euros. Aujourd'hui, la question des crédits, du financement reste à déterminer. Il y a une rencontre avec le Trésor public qui va arriver rapidement pour établir la prospective financière la plus adéquate, savoir si on finance sur fonds propres ou sur l'emprunt. En tout état de cause, ce soir, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération et d'autoriser Madame le maire à lancer la procédure afférente ainsi que de l'autoriser à déposer le permis de construire. Y a-t-il des remarques sur ma présentation relativement rapide? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Enfin, nous vous remercions. Deuxième sujet, autorisation pour le permis modificatif du rugby. Pareil, également les membres de la commission projet, bâtiment, voirie, réseau, enfin la commission extraordinaire qui se réunit encore demain soir, est déjà parfaitement en fait. Le dossier, le projet du rugby est sur les rails. On a modifié le permis de construire par rapport à des problèmes structurels et puis économiques et puis aussi fonctionnels. Suite à des rencontres avec notamment l'association du rugby de Riel 15, on a convenu d'établir un nouveau projet dans la droite ligne du projet initial, mais avec quelques petites adaptations, notamment de stockage et d'accès, pour que l'équipement soit le plus fonctionnel possible. Donc il est demandé au Conseil ce soir d'autoriser Madame la maire à déposer le cas échéant la demande de modificatif de permis de construire et de signer tout document et acte relatif à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Nous vous remercions. À toi, Hervé. Délibéré sur la cession de la parcelle ZV20 de Madame Perret. Donc cette parcelle se trouve dans le multiparcellaire que vous voyez. Pour la situer, c'est en bas du coteau, donc au sud de Pusignan. On a également une photo sur laquelle on l'aperçoit. Donc par courrier reçu par le maire le 12 avril 2021, Madame Perret nous a fait part de sa volonté de céder gratuitement la parcelle ZV00020 faisant partie du secteur du château de Pusignan. Cette parcelle est classée en zone naturelle, zone C du PEB, avec emplacement réservé. Il est demandé au Conseil d'autoriser Madame Lebert à signer les actes notariés y afférents et de prendre en charge les dépenses afférentes. Nous allons procéder donc au vote pour cette délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Votez à l'unanimité. Je vous en remercie.
Avant de passer à la délibération suivante, comme disait en aparté Mme Fado, un grand merci à Mme Perret, parce que malgré tout, c'est une session à titre gracieuse. Donc merci, parce que il y a de plus en plus d'habitants qui ont le sens de l'intérêt général, et malgré tout, on ne les remercie pas assez en public. Donc voilà, quand il y a ce type d'action et d'initiative, c'est plaisant pour l'intérêt général et pour l'intérêt de la collectivité. On le fera par courrier, c'est la moindre des choses. Tout à fait. Délibération suivante, le tarif de location de la salle Saint-Vincent, espace Brissot. Alors là, on est sur un projet qui a été piloté à la fois par l'adjointe aux affaires culturelles Marilyn Baudet, à la fois également par Benoît Velardeau, l'adjoint au sport, à la fois par Mme la maire et puis moi-même au titre de ma délégation. La salle Saint-Vincent, c'est une annexe à la salle, à la salle Brissot. C'est une petite annexe qui aujourd'hui était un petit peu en désuétude parce qu'elle était certes trop peinte, mais le revêtement de sol n'était pas praticable. Les travaux de l'été ont permis de reprendre le sol. Et puis qui plus est, avec la perspective du restaurant scolaire qui est juste en face, donc on est vraiment à proximité immédiate du futur restaurant scolaire, avec le projet aussi de créer le parking du pôle administratif aux abords de l'espace Brissot, avec le projet également de créer la voie verte qui permettra de relier le pôle administratif au bassin de Védrey en passant par l'équinoxe. Donc l'ensemble de ces tenants et aboutissants ont fait que aujourd'hui, la salle Saint-Vincent a vraiment un emplacement idéal et structurel et important. J'en profite également pour faire une aparté et remercier M. Garnier, qui à l'époque du projet d'équinoxe était un des fervents défenseurs de la conservation de l'espace Brissot. Et que, je l'avoue, je l'admets, à l'époque, j'étais un fervent défenseur de la démolition de l'espace Brissot. Et qu'aujourd'hui, je me dois de faire machine arrière, et je ne peux que constater que c'est un espace très pratique et agréable, et qui a été parfaitement réhabilité. Donc, rendons à César ce qui appartient à César, et en l'occurrence, les personnes bien pensantes qui ont envisagé l'évolution de ce bâtiment-là. Aparté étant fait, l'objectif de la salle Saint-Vincent aujourd'hui, c'est de régénérer du lien et de la convivialité. C'est un peu notre objectif de mandat, et on le réitère à chaque conseil municipal. Là, en l'occurrence, il est proposé de mettre à location la salle Saint-Vincent. Et pour ce faire, on va à la fois créer un coin buvette cuisine, c'est-à-dire qu'on va réaménager un coin totalement dédié pour vraiment faire un coin festif dissocié de l'espace Brissot. C'est-à-dire que demain, s'il y a une manifestation dans l'espace Brissot et la salle Saint-Vincent est louée, il y aura la possibilité de dissocier les deux salles. Qui plus est, lors de notre campagne et puis lors de l'engagement politique de Madame la maire, il a été convenu de proposer une salle des fêtes à prix abordable. Il en va de soi. Aujourd'hui, il est proposé de mettre en location la salle Saint-Vincent au tarif de 300 € avec buvette et coin cuisine, ou de 150 € sans buvette et coin cuisine. Pour cet espace, avec un règlement intérieur qui sera attribué, des horaires maximum de 2 h du matin, qui seront suivis avec vigilance, une extrême vigilance. Et donc, par conséquent, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les tarifs de Saint-Vincent, ainsi que la gratuité, une fois par an pour les conseillers municipaux et le personnel communal, à compter de la réception du chantier et des travaux qui sont prévus mi-octobre 2021. Y a-t-il des remarques, des observations ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Nous vous remercions. On va laisser la parole à Benoît pour la prochaine délibération. Oui, nous allons parler des cautions pour le prêt de matériel aux associations. Donc moi, je vais vous lire le texte, puisque tout le monde fait des synthèses. Madame le maire rappelle que la commune de Busignan est dotée d'un système de clés sécurisé avec arborescence programmée. Madame le maire propose d'étendre le dépôt de garantie contre remise de clés à l'ensemble des bâtiments communaux, mais également le matériel, barnum, tables et chaises. Suite aux demandes de prêts croissantes, mais également à la non-restitution des clés ou matériel, voire dégradation. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que le dépôt de garantie est une somme d'argent versée en garantie de la bonne exécution d'un contrat. Le montant de dépôt de garantie sera appliqué à toute personne recevant une clé d'un bâtiment communal, association, prestataire extérieur, etc. Un contrat sera établi comprenant le nombre de clés remises, les bâtiments concernés et l'identité de la personne recevant la ou les clés.
Madame le maire propose de fixer le montant de dépôt de garantie pour les clés à 50 €. Elle informe qu'il s'agira d'établir un arrêté modificatif à la régie de location de salles existante afin de permettre le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie sera rendu au retour des clés. Pour le cas où une clé serait perdue ou non restituée sur demande de la commune, il est proposé de facturer 50 € l'unité, clé déjà en circulation ou renouvellement ou remise, ou nouvellement remise. Considérant les demandes de prêt de matériel type chaise, table pour des manifestations associatives, Madame le maire propose de fixer un dépôt de garantie contre remise du dit matériel. Madame le maire propose d'étendre le dépôt de garantie à la remise de chaises, de tables et des barnums. Les demandes devront être adressées en mairie et seront relayées au service technique pour préparation du matériel. Un contrat sera établi comprenant le nombre et l'état des tables et des chaises prêtées, y compris des barnums. Les services techniques prendront rendez-vous afin que les demandeurs viennent récupérer le dit matériel au service technique. Le dépôt de garantie sera appliqué à toute personne recevant du matériel, association, agent, élu, administré. Madame le maire propose de fixer un dépôt de garantie forfaitaire à 150 €. Madame le maire informe l'Assemblée que les chèques de dépôt de garantie ne seront pas encaissés et devront être remis en mairie lors de la remise du matériel et du contrat. Le dépôt de garantie sera rendu au retour du matériel après contrôle de l'État, nombre, propreté, dégradation éventuelle, etc. Pour le cas où le matériel ne serait pas restitué en l'état initial, un ou du matériel manquerait, il est proposé de facturer comme suit. Pour les tables, 50 € l'unité. Pour les chaises, 10 € l'unité. Pour les barnums, 200 € l'unité. Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la présente délibération. Déjà, avez-vous des questions? Pas de questions? Ou une remarque? D'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc, je répète, de mon point de vue, c'est une bonne décision si nous la prenons. Et à titre personnel, je trouve que les montants sont symboliques. Voilà. Donc, on va prendre le vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopter l'unanimité. Donc la délibération suivante concerne le personnel communal et la création d'un poste d'adjoint technique polyvalent et gardien à temps complet. Donc temps complet, 1607 heures. Ça fait le teaser de Madame la maire pour la délibération suivante. Simplement, donc c'est une délibération qui concerne une réactualisation du sujet. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait au niveau du personnel technique. Donc on a créé un emploi d'agent polyvalent de service technique et de gardien à temps complet. Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emploi d'adjoint technique. Donc ses principales missions, c'est le matin au service technique, notamment des missions de nettoiement et de factotum, et également de portage de matériel type activité, amener du matériel, déménagement ou petite bricole. Et l'après-midi, du présentiel également en gardiennage, en plus des missions de service technique. Donc, face à ces éléments-là, les crédits nécessaires sont inscrits, bien entendu, au budget de la collectivité. Madame la maire est chargée de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement. Et donc, il est demandé de délibérer sur cette fiche de poste d'adjoint technique, polyvalent, gardien, service technique. Y a-t-il des questions? Je propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous vous remercions. Donc la prochaine délibération, c'est la modification du poste d'ASVP, grade d'adjoint technique ou grade d'adjoint administratif à temps complet. Donc vu les articles portant la disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, vu tous ces articles,
Je vous propose, vu l'avis favorable du CT, vu la délibération du 29 juin 2015, numéro 66-2015, créant le poste d'ASVP, je vous propose de modifier l'emploi d'ASVP pour permettre l'accès au grade d'adjoint technique et d'adjoint administratif pour un emploi permanent d'agent de surveillance de la voie publique à temps complet, conformément à la loi. Donc, je vous propose l'ouverture de ce poste d'ASVP au grade d'adjoint administratif et technique à temps complet de 1607 heures. Et pourquoi cette ouverture? De manière à avoir un peu plus de candidatures. Donc, étant donné que la loi nous le permet, donc on ouvre ce poste d'ASVP aussi bien sur le grade technique et qu'administratif. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, si vous le voulez, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, et on vous remercie infiniment. Et je passe la parole à Bénédicte pour la création de 4 postes d'adjoint d'animation temps complet, 1607 heures, suivant l'article 3-3-2. Voilà, donc au vu de la nécessité d'assurer les missions en animation périscolaire et extrascolaire, donc extrascolaire c'est centre de loisirs, cantine, études et les mercredis après-midi, il est nécessaire donc de créer 4 emplois à temps complet à compter du 1er octobre 2021. Donc on rappelle que ces emplois sont ouverts aux fonctionnaires relevant du cadre d'emploi d'adjoint d'animation. Et dans le cas de recherche infructueuse, ils pourront être occupés par des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans, voire prolongée d'une durée totale de 6 ans si jamais on n'a pas de recrutement par un fonctionnaire. Voilà, le niveau demandé, c'est CAP petite enfance, BAFA ou équivalent, et puis rémunéré en fonction de l'échelon. Donc l'échelon en fonction donc, des diplômes de la personne qui se présentera. Enfin, des personnes, puisqu'il y en a 4. Voilà, donc je vous demande aussi de délibérer sur cette nécessité et d'emploi de 4 personnes au sein du pôle enfance-jeunesse. Juste un complément sur la présentation de Bénédicte. L'intitulé, c'est création, parce que juridiquement, c'est une création de 6 postes. Il n'empêche que aujourd'hui, ces 6 postes sont déjà existants. Donc, donc il y a 4 postes déjà existants et c'est une délibération d'actualisation. Voilà, donc on n'est pas en train de faire voter au conseil municipal la création de 6 nouveaux postes, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas 4, excusez-moi. Il n'y a pas 4 nouveaux postes, c'est déjà 4 postes existants et c'est une actualisation de la situation. Voilà, je préférais préciser malgré tout parce que mais quand on lit la délibération comme ça et vu l'extérieur et notamment pour les nombreux followers sur Facebook, je sais qu'ils sont par milliers et du coup c'était important de le préciser. Donc, au vu de ces précisions, allô, c'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, c'est parfait. Nous pouvons actualiser ces postes. Donc, je reprends la parole pour passer à la dernière délibération. L'application des 1607 heures et la fin du régime dérogatoire. Il faut savoir que la mise en application de ces 1607 heures est déjà effective sur notre collectivité. Donc, elle a été mise en place depuis 2018. Donc, voilà, c'était aujourd'hui cette délibération. Elle est simplement faite pour pouvoir entériner ces 1607 heures sous la demande de la préfecture qui impose ces 1607 heures en 1er janvier 2022. Donc, nos prédécesseurs ont été précurseurs et ils ont déjà mis en place ces 1607 heures.
Donc, je vous fais grâce du Code général des décrets, donc, qui date de 1983. Voilà, donc vous avez pris connaissance de tous ces décrets. Et le dernier avis, c'était celui du comité technique qui a eu lieu le 7 septembre 2021, donc qui a été validé par le comité technique, considérant ce qui suit. Le rappel du contexte, donc depuis la loi de 2021, la modernisation du recrutement de la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail de la fonction publique territoriale, la loi du 6 août 2019, la transformation de la fonction publique, les effets des articles de la dite loi posent le principe de la suppression des régimes du temps de travail plus favorable et l'obligation à compter du 1er janvier 2022 de respecter la règle de 1607 heures annuelles de travail. Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminue la durée légale du temps de travail et de ça des 1607 heures doivent être supprimés. Donc après, vous avez toutes les explications pour conséquence par un agent à temps complet. La durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 35 heures. La durée annuelle du temps de travail effectif est de 1607 heures, heures supplémentaires non comprises. Donc, vous avez le tableau des décomptes. Donc, je pense que vous en avez pris connaissance. Et vous avez le détail de toute l'articulation de ces heures. Donc, la durée annuelle légale du travail par agent travaillant à temps complet est fixée de 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires. La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures. Et après, vous avez tous les cas de figure qui s'enchaînent. Donc, il est possible aussi de prévoir un ou plusieurs cycles de travail afin de tenir compte des contraintes propres à chaque service et rendre ainsi un meilleur service à l'usager. Donc voilà, maintenant je vous propose de délibérer. Donc le conseil municipal décide, premier article, la suppression de tous les jours de congé non prévus par le cadre légal et réglementaire afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixé à 1607 heures dans les conditions rappelées ci-avant. L'article 2, la fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du maire. Un planning à l'année sera remis à l'agent qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit. Un décompte du relevé d'heures effectué par l'agent lui sera remis trimestriellement afin d'assurer un suivi précis des heures. L'article 4, la délibération entrera en vigueur dès sa publication. Les délibérations antérieures relatives au cycle de travail sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur. Donc, à savoir que ce sont les préconisations de Monsieur le Préfet. Et jusqu'à présent, il a été tolérant. Mais à partir du 1er janvier 2022, toutes les personnes travaillant dans la fonction territoriale seront soumises à ces 1607 heures. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, si vous voulez bien, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, adopté à l'unanimité et nous vous en remercions infiniment. Donc, l'ordre du jour de ce conseil municipal étant épuisé, donc nous allons des questions diverses, quelques informations sur le pass sanitaire. Donc, on a eu l'exemple lors du forum. Donc, à savoir que maintenant le pass sanitaire est plus ou moins accepté. Je ne sais pas si vous avez des questions, Voilà. Toutes les informations que nous avons eues par la préfecture ont été relayées en temps et en heure aux associations, donc avec des explications, des retours et des échanges avec les populations concernées par l'utilisation du pass sanitaire. Et l'autre question diverse, il s'agit de la prolongation de l'enquête publique de Jeanne Herrias. Donc, je vais peut-être laisser la parole à notre technicien
pour mémoire, c'est le chemin qu'il y avait sur Jeanne Herrias par rapport à l'extension de But. Bon, je vous ai menti alors. Je dois reprendre la parole. Oui, c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué et pour lequel on avait déjà délibéré. C'est le chemin qui se situe entre But et l'extension future de But. Pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, donc le délai de l'enquête est prolongé. Ça laisse davantage de temps aux concitoyens et aux personnes qui voudraient s'exprimer de pouvoir s'exprimer sur l'enquête publique. Est-ce suffisant, Madame Levert ? Petit rappel, le dimanche 19, nous avons la journée du patrimoine, donc qui va se conclure par le concert Georges Brassens. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que la chapelle est petite, donc premier venu, premier servi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis bon, beaucoup de manifestations ce week-end sur la commune, donc le forum des associations. Encore un grand merci à tous les élus, à tous ceux qui ont été présents pendant cette manifestation. Et voilà, je pense qu'on a eu un temps magnifique. Dans un premier temps, on a déjà des retours des associations en nous disant que c'était positif, que le lieu était intéressant. Donc voilà, on va faire un retour, on va demander aux associations de nous faire un retour de façon à ce qu'on puisse rectifier certaines petites choses. Comme c'est une première, on est parti un petit peu à l'aventure, mais bon voilà, c'est bien d'avoir un retour des associations pour nous, puis pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Il y a eu aussi sur le Sémi Espoir qui a organisé sa journée rugby. Donc là aussi, beaucoup de monde, beaucoup de présence. Et le dimanche, grosse surprise, la pétanque. Donc très grosse manifestation. Donc nous sommes rendus avec Benoît. 86 équipes de... Benoît, tu me corriges si je dis des bêtises ? Oui, 88 triplettes. Voilà. Donc, ce qui représentait à peu près 286 personnes, voilà, sans compter les spectateurs. Enfin, très belle, ils ont eu une très belle journée. Il y en a pas mal qui ont pris des coups de soleil, mais bon. L'essentiel, c'est qu'ils ont bien pu faire leur manifestation. Et à savoir, je pense qu'ils ont dû terminer vers les... on n'a pas l'heure exacte, mais très tard dans la nuit. Et puis... Alors, si vous avez des questions, si vous voulez... Oui, si vous me le permettez, Madame la maire, je voulais faire juste une petite aparté. Madame la maire a précisé que le Forum des associations était un joli événement. Je ne peux que regretter l'absence du journal Le Progrès. Je l'ai mentionné tout à l'heure en aparté. C'était un événement qui nous semblait atypique sur 2 points. Tout d'abord parce que c'était la première année à l'Équinoxe. Et puis après une période de crise sanitaire, où aujourd'hui dans les journaux on parle que de violence et d'individualisme. C'est un bel exemple de vivre ensemble et de partage. Et je trouve ça dommage que le relais de ce message n'ait pas pu être fait par le journal local. Donc je profite de cet aparté pour le mentionner et dire au nom de tout le conseil municipal le regret qu'il n'y ait pas d'aparté et de messages clairvoyants sur ce type de manifestation qui est d'ailleurs relayé par toutes les collectivités. Et malheureusement, on voit que ce n'est pas forcément les priorités des journaux locaux et je tenais à en faire part. Oui, on a des informations. Donc, ils sont installés depuis hier après-midi. Donc, la gendarmerie, donc on les a appelés, ils sont venus. Ils sont allés dans le camp, ils ont récupéré les plaques d'immatriculation, l'identité des personnes, sachant que ce terrain est un terrain privé. Donc, nous avons pu avoir les coordonnées ce matin du propriétaire. Donc, nous avons transmis toutes ces informations à la gendarmerie. L'affaire suit son cours et voilà. Maintenant que le propriétaire a été identifié, il va pouvoir déposer plainte et ensuite, voilà, ça sera la procédure avec la préfecture et puis la procédure habituelle, quoi. Donc, on
Moi, j'ai échangé avec le responsable du camp. Donc voilà, il nous a certifié que voilà, ils allaient mettre une benne pour pas avoir de nuisances par rapport aux riverains. Mais maintenant, nous, on a fait le nécessaire, on a identifié le propriétaire. Donc maintenant, on attend que la procédure administrative se mette en place et ça a été notifié auprès de monsieur le préfet. Donc, y a-t-il encore des questions pour que je puisse laisser la parole au public si éventuellement il souhaitait intervenir? Monsieur André Noillet. Voilà, avant de donner la parole à monsieur Noillet, je vais lever la séance pour le conseil municipal et maintenant on peut laisser la parole au public. Bonsoir à tout le monde, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Pour moi, c'est mon premier conseil, mais pour vous, ce n'est pas le premier, effectivement. Non, je passe à la télé, c'est bon. Effectivement, le forum était bien, très bien, sauf qu'effectivement, il n'y a peut-être pas assez de publicité au point de vue journal. C'est dommage, mais je crois qu'on est un peu habitué, le progrès n'est pas très souvent local. Toutes les manifestations qu'on peut faire, elles ne sont jamais relayées. Donc je préfère le dire maintenant. Hein. Et puis, sinon, c'est bien, continuez comme ça. Hein. Merci. Bien. Eh bien, je crois que ce conseil municipal est terminé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, aux prochaines réunions. Donc, prenez bien soin de vous. Merci aux services techniques de leur présence. Merci à monsieur le représentant de presse donc de bien faire nos articles. C'est important. Donc voilà, bonsoir à tous et à toutes.